Très bien, les gars. Bon jeudi à tous. Je vous avais promis qu'aujourd'hui, nous allions parler du Building 7 du 11 septembre, de beaucoup de choses qu'on nous dit de ne jamais oublier. Mais j'ai une théorie. Je pense qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on est censé ne jamais se rappeler. Je veux dire, on sait maintenant comment ça fonctionne. Nous sommes tous un peu en train de tomber ensemble dans le terrier du lapin, réalisant que beaucoup de choses que nous pensions vraies ne le sont pas vraiment, et qu'en réalité, certaines personnes se sont livrées à créer des événements de psychose de masse, des choses tellement traumatisantes pour le public qu'elles modifient complètement notre comportement humain. Et quel événement plus marquant? Et bien sûr, je parle de moi à l'époque. Je suis une milléniale. Je crois que j'étais en 6e. Quel événement plus marquant gardez-vous en mémoire que le 11 septembre? Vous savez exactement où vous étiez. Et il y a peut-être des choses, peut-être étiez-vous trop jeune, qui auraient dû vous sembler étranges à l'époque, mais qui vous sembleront certainement étranges aujourd'hui. Maintenant, et nous allons parler de ces choses-là. Je vais vous donner 5 choses dont vous ne devriez absolument jamais vous souvenir à propos du 11 septembre. C'est ce qui vous attend dans Candace. Très bien. Alors, quelle a été la psychose qui s'est développée après le 11 septembre? Je dirais que nous avions tous peur des musulmans, sans exception. Je ne pouvais pas, vraiment, je ne supportais pas d'être près d'eux. Je pensais simplement que chacun d'entre eux allait être un terroriste. C'est vrai. Je ressentais. Je voulais pas aller chez eux. Je voulais pas être amie avec eux. Je me suis sentie si mal hier. Il y avait un fil qui est devenu viral sur Twitter et c'était une jeune femme musulmane qui racontait comment le 11 septembre, elle avait été récupérée à l'école et que son père l'avait assise pour lui expliquer, en gros, que les choses allaient devenir vraiment difficiles pour elle. Et elle ne comprenait pas, elle n'avait rien fait. Et son père lui a expliqué que ça n'avait pas vraiment d'importance parce qu'elle allait être tenue pour responsable. Et je me suis sentie mal parce que je sais que j'étais l'une de ces personnes qui blâmaient tous les musulmans. Mais d'ailleurs, j'avais été conditionnée à faire ça. Je veux dire, franchement, tu sais bien que c'était l'ambiance qu'ils faisaient passer. Ils sont tous des terroristes. Abandonne, ils vont venir nous chercher. Ils font tomber des tours. Ils sont radicaux. Ce sont des djihadistes. Et ils ont fait comprendre à la jeunesse, à la future génération, que quoi qu'il arrive, peu importe ce que nous faisions au Moyen-Orient, ça n'avait pas d'importance parce qu'on luttait contre des terroristes. Non. Cela a eu une implication majeure sur notre politique étrangère pour les décennies à venir. Encore aujourd'hui, on n'est pas censé sourciller quand des enfants musulmans sont tués dans des explosions. C'est un peu l'ambiance générale. Et si tu oses réagir, tu finiras sur Rumble. On n'a pas le droit de parler de ces sujets dans les médias traditionnels, mais le public commence à se réveiller et nous allons clairement en discuter. Je veux juste préciser tout de suite, ici. Je sais qu'il y a tellement de gens, écoutez, j'ai grandi à Sanford, dans le Connecticut, qui connaissent des familles, qui connaissent des personnes dont la vie a été bouleversée par cet événement. Il ne fait aucun doute que cet événement a eu lieu. Et si nous parlons de cet événement et de toutes ces zones d'ombre, ce n'est pas par manque de respect envers ces personnes. Au contraire, c'est par un immense respect. C'est-à-dire que si cela était arrivé à des membres de ma famille, je ne pourrais jamais me reposer tant que je n'aurais pas obtenu les réponses aux questions que je vais poser. Je ne pourrais jamais me reposer. Et donc, comme je l'ai dit, nous faisons cela par respect pour les victimes et leurs familles. Alors, qu'avons-nous en premier? Eh bien, quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous reteniez, c'est à quel point il est étrange que dans toute cette folie, dans tous les jours qui ont suivi le 11 septembre et dans la journée qui a précédé le 11 septembre, on nous ait essentiellement dit qu'on ne pouvait pas retrouver de corps humain et qu'il fallait comprendre comment l'acier pouvait fondre. Mais quelle chance! Parce qu'on a su instantanément qui était responsable, puisqu'ils ne cessaient de retrouver des passeports. Vous vous souvenez de cela? Regardez ce reportage. Autre fait nouveau samedi, des responsables de New York ont révélé lors d'une conférence de presse ici en ville qu'un passeport appartenant à un pirate de l'air avait été retrouvé à quelques pâtés de maison du site du crash du World Trade Center. Si vous pouvez le croire, aucun autre détail n'a été donné. Mais cette découverte a poussé le FBI et la police à élargir la zone de recherche dans le sud de Manhattan. Il dit « Si vous pouvez le croire » et la réponse est « Non, je ne peux pas le croire, mais c'est la réalité ». Au total, on nous a dit que 4 des passeports des pirates de l'air
avaient survécu, en tout ou en partie. 2, ont-ils précisé, ont été retrouvés sur le site du crash du vol 93 de United Airlines en Pennsylvanie. Donc, cet avion s'est écrasé, mais ils ont quand même réussi, une fois de plus, à retrouver du papier. Vous avez un passeport aujourd'hui. Imaginez simplement que du papier, d'une manière ou d'une autre, puisse être récupéré sur un site de crash. Et ils ont également retrouvé le passeport d'un des pirates de l'ère du vol 11 d'American Airlines. Ils ont dit qu'un passant l'avait ramassé et l'avait remis à un détective du NYPD peu de temps avant l'effondrement des tours du World Trade Center. Maintenant, bien sûr, si vous réfléchissez de façon rationnelle et non émotionnelle, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? Que font ces pirates de l'air? Pourquoi sont-ils en train de semer leurs passeports partout? C'est déjà bizarre en soi. Donc, tu es en train de me dire que lorsque cet avion s'est écrasé en Pennsylvanie, il a baissé la fenêtre de l'avion, ce qui est impossible, et l'a jeté dehors? Ou alors il l'avait sur lui? Et il a, encore une fois, été retrouvé. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi y a-t-il des passeports? Et le monde suit la trace ou ce qui s'est passé alors que l'avion arrivait. Il a laissé tomber son passeport. Il volait vers New York. Il y a beaucoup de questions à ce sujet, mais encore une fois, ce sont censés être des choses dont nous ne devons pas nous souvenir. Et si tu peux y croire, alors j'imagine, comme ce type le dit, alors tu peux y croire. Bien sûr, la deuxième chose, et celle-là rend vraiment les gens fous. Tu n'es absolument pas censé te souvenir de ça. Mais il s'avère qu'il y avait certaines personnes qui savaient de façon définitive que quelque chose allait se passer ce jour-là. Certaines personnes sont venues avec leur caméra, prêtes à capturer ce qui allait se passer ce jour-là. Bien sûr, de façon notoire, ABC News a couvert une femme qui a regardé dehors et a vu ce qui a ensuite été déterminé comme étant des Israéliens en train de célébrer. Elle a dit qu'ils célébraient, dansaient après que les tours aient été frappées. Écoutez ce passage. Dans les jours qui ont suivi les attentats de septembre, d'innombrables rumeurs ont circulé à propos d'étranges coïncidences entourant les événements. Un rapport concernant un groupe d'hommes du Moyen-Orient aperçu le matin du 11 septembre, garé juste de l'autre côté du fleuve par rapport à New York, n'a jamais disparu. L'enquête sur leur présence a soulevé des questions sur la possibilité qu'Israël menait des activités d'espionnage sur le sol américain. Nous sommes maintenant rejoints par John Miller d'ABC pour un reportage exclusif ce soir. C'est exact, Elisabeth. C'est une affaire qui a pris plus de 2 mois au FBI et à la CIA pour être élucidée, tandis que 5 Israéliens attendaient en prison. Tout a commencé lorsque cette femme regardait les tours jumelles en flammes depuis son appartement dans le New Jersey. Elle a remarqué 3 hommes sur le toit d'une camionnette posant pour des photos avec les tours en feu en arrière-plan. Et je pouvais voir qu'ils avaient l'air, disons, heureux. Vous savez, ils ne semblaient pas choqués à mes yeux. Vous savez, ils n'avaient pas l'air choqués. J'ai trouvé cela très étrange. Le témoin a appelé la police, qui a arrêté la camionnette quelques heures plus tard et interpellé 5 hommes. Il s'est avéré que les 5 étaient israéliens. Ils ont été remis au FBI. Des sources ont indiqué à ABC News que, lors d'une vérification des bases de données de sécurité nationale, certains de ces hommes étaient répertoriés comme ayant eu des liens avec les services de renseignement israéliens. Au FBI, cela a déclenché la sonnette d'alarme. Le FBI avait besoin de réponses à 3 questions importantes. Qui étaient ces hommes? Qu'est-ce qui les avait amenés à ce parking ce matin du 11 septembre? Et avait-il une quelconque connaissance préalable de ce qui allait se passer ce jour-là? Les hommes ont déclaré qu'ils prenaient simplement des photos à ce moment-là. Ils ont dit qu'ils travaillaient pour une entreprise appelée Urban Moving. Le FBI a obtenu un mandat de perquisition pour les bureaux de l'entreprise. 2 SUV ont été remplis de 9 à 12 cartons et d'ordinateurs. Peu de temps après les arrestations, les bureaux d'Urban Moving ont tout simplement été abandonnés. Presque tout a été laissé sur place. En prison, les 5 Israéliens ont été interrogés à plusieurs reprises et soumis à des tests au détecteur de mensonges. Stephen Golko était leur avocat américain. On leur a spécifiquement demandé s'ils avaient déjà été approchés ou même engagés par une quelconque communauté de renseignement étrangère en dehors des États-Unis. Bien qu'il subsiste encore un certain débat parmi les responsables du renseignement américain, de nombreux enquêteurs pensent que certains de ces hommes faisaient partie d'une opération israélienne visant à surveiller les associations caritatives islamiques radicales qui soutiennent des groupes comme le Hamas, ce que les avocats des 5 hommes et le gouvernement israélien nient fermement. Ces 5 Israéliens n'étaient impliqués dans aucune opération de renseignement aux États-Unis. Cette histoire est tout simplement fausse.
Finalement, le FBI a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que l'un des 5 hommes ait eu connaissance à l'avance du complot du 11 septembre. Après 71 jours, les 5 Israéliens ont été expulsés, laissant quelques tensions derrière eux, tant chez les responsables américains que chez les responsables israéliens. Selon des responsables fédéraux, les 5 hommes se sont vus interdire de revenir aux États-Unis pendant 10 ans, car ils auraient enfreint les lois sur l'immigration. En résumé, John, existe-t-il une preuve que l'un de ces 5 hommes ait eu connaissance des attentats du 11 septembre avant qu'il? Le FBI a passé beaucoup de temps à examiner cette question. Il ne semble pas qu'ils étaient sur place en train de prendre des photos avant que les avions ne percutent, mais peu de temps après, et ils affirment n'avoir trouvé aucune preuve que l'un de ces 5 hommes, après avoir vérifié leurs antécédents, fouillé des appartements, examiné les relevés téléphoniques, etc., ait eu une quelconque connaissance préalable de l'attaque. Et même si le FBI ou certaines sources pensent qu'ils étaient des agents du renseignement israélien, ils ne croient pas que les États-Unis étaient une cible, mais qu'ils enquêtaient sur des groupes musulmans? Ils pensent que si c'était une opération de renseignement menée par Israël, elle était centrée sur les groupes islamiques et les associations caritatives qui collectent des fonds pour des groupes considérés par les autorités américaines et d'autres comme des organisations terroristes. Après le 11 septembre, les États-Unis ont pris des mesures contre ces groupes avec des inculpations, des arrestations, des perquisitions dans leurs sièges, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Ce sont des groupes qu'Israël estime avoir financé le Hamas et d'autres organisations terroristes. Des groupes qui sont responsables de la plupart des attentats suicides là-bas. Que puis-je dire si ce n'est pas de commentaires supplémentaires? Vous savez, je suis simplement déçu qu'ABC News diffuse un segment aussi antisémite à propos de notre ami et allié. Puis il y a eu l'étrange affaire Odigo. Vous m'avez peut-être déjà entendu en parler dans un épisode précédent. Donc, Odigo, et je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'était un service de messagerie instantanée. Elle appartenait à Israël et était exploitée par Israël avec un siège situé à seulement 2 pâtés de maison du World Trade Center. Maintenant, selon Haaretz, qui est une publication israélienne, regardez ce titre, qui a été publié le 26 septembre 2021. C'est 15 jours après l'attaque. 15 jours après le 11 septembre, Haaretz affirme que des employés d'Odigo ont été prévenus des attaques. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une publication israélienne qui le dit et je vais lire cet article mot à mot. Il est écrit « Odigo, le service de messagerie instantanée, affirme que 2 de ses employés ont reçu des messages 2 heures avant l'attaque contre les tours jumelles le 11 septembre, prédisant que l'attaque aurait lieu. Et la société a coopéré avec les forces de l'ordre israéliennes et américaines, y compris le FBI, pour tenter de retrouver l'expéditeur original du message qui prédisait l'attaque. » Sérieusement, de quoi parle-t-on ici? Ensuite, et cela environ 2 semaines après le 11 septembre, le vice-président d'Odigo, un homme nommé Alex Diamandis, a déclaré que les messages lui avaient dit que quelque chose d'important allait se produire dans un certain laps de temps. Et c'est ce qui s'est passé, presque, à la minute près. C'est une citation directe du vice-président d'Odigo. Les messages disaient que quelque chose d'important allait se produire dans un certain laps de temps, et c'est effectivement arrivé, presque à la minute près. Pour une raison ou une autre, les employés d'Odigo qui avaient été prévenus n'ont pas jugé utile de transmettre ce message aux autorités. Nos amis et alliés n'ont pas transmis ce message aux autorités, ce qui aurait permis de sauver des milliers de vies. 2 semaines après le 11 septembre, vous savez, il y a ce type qui dit « Et vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui commencent à dire que peut-être qu'Israël savait que cela allait arriver. Maintenant, on sait qu'il y a cette caméra. » Et puis, il y a eu un reportage de CNN qui est sorti le 28 septembre 2001, ce qui a encore renforcé ce fait. Et encore une fois, je vous montre cela directement depuis CNN. Il est écrit, je cite, « Le FBI enquête pour savoir si un avertissement envoyé à des employés d'une société de messagerie instantanée moins de 2 heures, avant que l'avion de ligne ne s'écrase sur le World Trade Center était lié aux attaques, a confirmé un cadre de l'entreprise vendredi. » D'accord? Donc, Alex Diamandis, encore une fois, c'est le vice-président d'Otago, a dit qu'il n'y avait rien de spécifique concernant les attaques. Il ne savait pas qu'il s'agirait d'un avion qui allait percuter, mais c'était suspect à cause du moment où cela s'est produit. Il a dit, je cite, « Je le décrirais comme une menace et un avertissement. » Il a ensuite refusé de commenter davantage, invoquant des enquêtes en cours. Ensuite, il y avait 2 employés qui travaillaient dans les bureaux d'Otago en Israël, car ils avaient une base en Israël, et ils disent avoir reçu un message vers 7 heures du matin. Heure de l'Est,
le 11 septembre. Après les attaques, le personnel a décidé de passer au crible les journaux du serveur afin de déterminer la source du message et l'information a ensuite été transmise aux autorités israéliennes. Et puis, c'est juste une piste froide, les gars. Pour référence, la première tour a été frappée à 8h46 du matin. Ils ont reçu un message à 7h du matin, mais vos médias ont tout simplement perdu tout intérêt pour cela. Il n'y avait aucun intérêt pour cela parce que, eh bien, nous avons trouvé des passeports. Et les passeports montrent clairement que nous sommes censés être vraiment en colère contre les musulmans et toutes ces autres choses étranges qui se sont produites. Je ne sais même pas pourquoi les gens en parlent. Il n'y a d'intérêt pour aucun autre sujet. Maintenant, laissez-moi vous montrer ceci. Ceci est un titre du Jérusalem Post. Le Jérusalem Post, d'ailleurs, est basé à Jérusalem, si ce n'est pas évident. C'est du 12 septembre 2001. Depuis, il a été archivé. Et il est écrit, je cite, « Le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem a jusqu'à présent reçu les noms de 4000 Israéliens supposés se trouver dans la zone du World Trade Center et du Pentagone au moment de l'attaque. » D'accord. Fait remarquable, voici une mise à jour pour vous. Malgré cela, malgré la présence de 4000 employés dans la zone, y compris toute une entreprise, Odigo, qui a reçu un avertissement préalable de cette attaque, il s'avère, du moins selon quelqu'un qui voyageait avec Bibi Netanyahou au mémorial du 11 septembre, qu'au total, 4 citoyens israéliens sont morts ce jour-là. Je vais vous montrer cet extrait. Voici un extrait de Bibi Netanyahou avec sa femme visitant le mémorial et vous entendrez quelqu'un dans son entourage dire que seulement 4 citoyens israéliens sont morts ce jour-là. Écoutez bien. Toute cette section que nous voyons ici qui descend tout du long, ce sont tous des gens de Center Fitzgerald. Et donc il y a combien d'Israéliens? Il y a 4 Israéliens en tout. Je suis content. J'aurais souhaité qu'aucun Américain ni aucun Israélien ne soit mort ce jour-là. Je pense que c'est une évolution intéressante, mais je suis heureux parce qu'il est triste de voir des innocents perdre la vie dans quelque chose qui, on pourrait dire, aurait pu être évité si d'autres avaient pu l'éviter parce qu'ils avaient reçu des informations préalables sur l'événement. Maintenant, nous allons parler de Lucky Larry, la tour 7, le bâtiment 7. Regardez ce type avant qu'on en arrive là. Et peut-être à juste titre, car ce type a gagné énormément d'argent. Je vais vous parler de l'or, parce qu'en ce moment, l'inflation est hors de contrôle. Si vous pensez que votre argent et vos économies pour la retraite sont en sécurité, il est temps de reconsidérer la question. Vous devez envisager de diversifier vos économies dans un actif tangible qui a fait ses preuves au fil du temps. Je parle de l'or de chez Goldco. En ce moment, je veux que vous alliez sur Candace. Une équipe incroyable accompagnera chaque étape. Leurs experts montreront pourquoi Goldco est l'entreprise de métaux précieux la mieux notée. Goldco est une excellente entreprise et soutient l'émission. Et pour mes auditeurs, vous pouvez obtenir jusqu'à 10% de bonus instantané en argent sur les commandes éligibles. Donc, que vous ayez un IRA et que vous souhaitiez le transférer vers un IRA en or, ou que vous vouliez simplement acheter des métaux précieux que vous pouvez détenir physiquement, Goldco peut vous aider. Il vous suffit d'aller sur Candace. C'est Candace. Très bien. Donc, certaines personnes ont vraiment juste cette chance. C'est ce que vous devez comprendre. Il y a des gens qui ont simplement de la chance. Et je vais vous dire, Larry Silverstein y fait partie de ces personnes. Au fait, vous pouvez vérifier ces informations et creuser vous-même le sujet. Mais j'essayais de comprendre quel était le parcours de ce type. Et apparemment, il possédait beaucoup de clubs, comme des clubs de danse. Et il y a eu un procès très intéressant intenté contre Larry Silverstein en 2003. Il a finalement été abandonné par les tribunaux. Le vétéran de la guerre du Vietnam n'a pas pu le porter devant la justice à New York. Mais il accusait Larry Silverstein, Bill Clinton et d'autres politiciens d'être impliqués dans le fait d'essayer intentionnellement d'inonder l'Amérique d'héroïne. Très intéressant, mais mettez ça de côté car cela n'a pas d'importance puisque Larry Silverstein n'est pas connu pour tout cela aujourd'hui. Au contraire, il est connu comme quelqu'un qui devrait acheter un billet de loterie tous les jours. Aujourd'hui, il est donc reconnu comme un promoteur immobilier en vue de l'État de New York. Je devrais préciser ici qu'il est un ami personnel de Bibi Netanyahou, dont le nom revient sans cesse, tout le temps, je vous assure. Une personne très bien connectée. C'est Silverstein, lié aux politiciens israéliens. Il est extrêmement loyal envers Israël et aussi ami avec d'autres premiers ministres, comme Ehud Barak.
Eh bien, devinez quoi? Il a obtenu le bail des tours jumelles seulement 6 semaines avant le 11 septembre. Il a souscrit une police d'assurance qui, heureusement, couvrait les actes de terrorisme. Quelle chance que cela comprenait la couverture des actes de terrorisme, si bien qu'au moment de toucher l'assurance, Silverstein a affirmé qu'il y avait eu 2 actes de terreur. Puisque 2 bâtiments avaient été percutés par des avions, cela lui a permis de réclamer une double indemnisation. Il a donc touché 4,5 milliards de dollars d'assurance sur des tours dans lesquels il avait investi seulement 6 semaines plus tôt. Je veux dire, j'ai vraiment été choquée quand j'ai découvert ça. J'ai vérifié, je me suis dit, c'est juste pas possible. Non, il n'y a aucune réfutation de cela. C'est un fait absolu. Maintenant, on dit que cela n'implique pas qu'il avait une connaissance préalable de ce qui allait se passer. Souscrire une assurance est en fait normal. Pour être juste, il est normal de prendre une assurance si vous allez prendre un bail sur ces 2 bâtiments. Il avait aussi d'autres investisseurs qui ont investi avec lui et ils ont tous eu une chance incroyable. Je parle d'une chance extraordinaire, car en plus de cela, Larry Silverstein était connu pour passer chaque matin exactement de la même façon lors de petits déjeuners d'affaires au World Trade Center. C'est selon ses propres dires. Il en a parlé dans diverses interviews, mais heureusement pour Lucky Larry, le matin du 11 septembre, il a décidé de rompre cette habitude parce qu'il voulait aller voir un dermatologue. Et c'est ce qui s'est passé. Il a sauté son petit déjeuner habituel pour aller chez le dermatologue, ce qui lui a finalement sauvé la vie. Et ce n'est pas tout. Larry a aussi 2 enfants qui travaillaient également au World Trade Center et qui, eux aussi, étaient en retard le 11 septembre. Ainsi, toute la famille Silverstein a survécu et a donc pu être en vie lorsqu'ils ont touché l'argent de l'assurance pour cet attentat terroriste pour lequel, heureusement, ils avaient inclus une clause dans leur contrat d'assurance. Donc oui, Larry le chanceux. Je veux dire, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Beaucoup de ces éléments ont été effacés de la mémoire collective. Au fait, vidéo vraiment étrange. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Parfois, quand on parle de Larry Silverstein, les gens disent « Fais-le sauter, Larry ». Et il y a une raison à cela. Donc Larry a décidé de s'asseoir et de donner toutes ses interviews à propos du 11 septembre par la suite parce que c'est lui qui possédait ces bâtiments. Les gens voulaient l'entendre à propos de cet horrible attentat terroriste. Et il a raconté cette histoire où il était au téléphone avec les pompiers parce que, vous savez, c'est vraiment étrange si on examine les images de l'effondrement du bâtiment 7. Est-ce que vous avez déjà vu ces images? Vous l'avez probablement déjà vu. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire parce que, et d'ailleurs, ne m'écoutez pas. Je suis totalement en mode complotiste ici. On dirait vraiment une démolition. Je veux dire, j'ai déjà vu une démolition auparavant. Regardez cette vidéo du bâtiment qui s'effondre. Oui, voilà. Et puis, il s'effondre un peu. Tout s'écroule d'un coup. Oui, c'est une vidéo. Je vais en fait vous montrer une comparaison côte à côte parce que, franchement, ça ressemble vraiment à une démolition contrôlée. Regardez cette comparaison côte à côte. Vous ne savez même pas lequel est le Building 7. C'est juste une démolition côte à côte et le Building 7. Donc, évidemment, de cela a inspiré des tonnes de théories du complot qui ont été renforcées par cette interview de Larry où il explique comment il a dit au chef des pompiers de le faire tomber. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il dit à propos de pourquoi il a dit ça. Mais d'abord, écoutons Larry Silverstein, Lucky Larry, dans ses propres mots. Je me souviens avoir reçu un appel du commandant des pompiers me disant qu'il n'était pas sûr de pouvoir maîtriser l'incendie. J'ai dit, vous savez, nous avons déjà eu une telle perte de vies humaines. Peut-être que la chose la plus intelligente à faire serait de le faire tomber. Et ils ont pris la décision de le faire tomber. Et ensuite, nous avons regardé le bâtiment s'effondrer. C'est très intéressant. Beaucoup de choses sont intéressantes. Alors, j'y vais encore avec le bon sens. Je déteste ça, mais un jour comme celui-ci, avec des gens qui courent, crient, sont ensevelis sous les décombres, cherchent entre leurs proches, le service des pompiers a dû recevoir combien d'appels téléphoniques? Et vous êtes en train de me dire que le chef des pompiers s'est dit, dans cette situation d'urgence, « Tiens, je devrais appeler le propriétaire de l'immeuble pour avoir son avis sur la façon de faire mon travail. » Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre. Peut-être que je ne suis pas une personne influente à New York. Parce que j'ai toujours imaginé que si ma maison prenait feu et que je n'étais pas là parce que j'étais chez le dermatologue, par chance,
heureusement, et qu'elle était en train de brûler. Je ne pense tout simplement pas que le chef des pompiers m'appellerait pour me demander « Hey, c'est quoi ton avis, mec? C'est juste, ça brûle, c'est tout. » Et là, vas-y, tire dessus. Comme si c'était aux pompiers comment faire leur travail. Ça me paraît bizarre d'être en contact avec eux. C'est normal, ça. Peut-être bien. C'est peut-être un truc de New York. Bizarre. Je suis née à New York. Et je ne me souviens pas de ce genre de relation copain-copain. Genre, voilà qui on appelle. D'habitude, ils font leur boulot. Et ce jour-là, il se passait beaucoup de choses. Mais apparemment, ce type s'est dit « Je vais appeler le propriétaire de l'immeuble et lui demander son avis sur ce qu'on devrait faire pour le bâtiment 7. » Et donc, quand on a pressé Larry là-dessus, genre « Pourquoi avoir dit « pull it » ?» Au fait, en général, tirer quoi? Il a dit « Oh, je voulais juste dire « arrêtez l'opération ». Comme s'il disait « Je voulais dire « n'envoyons plus de pompiers ». N'envoyons plus de pompiers là-dedans. On ne veut pas d'autres pertes humaines. Donc, sortez-les. Parce que, encore une fois, ça aurait été sa décision, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'il voulait dire. Et puis, des gens ont examiné cette histoire et il y avait quelques incohérences, car le commandant des pompiers a dit qu'il n'avait jamais parlé à Larry. Et il y a un journaliste indépendant, Lucky Rutkowski, qui a décidé de confronter Larry à propos de son récit qui ne correspondait pas à la mémoire du chef des pompiers. Écoutez ceci. Celle-ci est pour Larry Silverstein. La dernière fois que nous avons parlé, je vous ai demandé si vous pouviez répondre à certaines théories du complot du 11 septembre dont on vous accuse. Malheureusement, votre réponse a suscité encore plus. Pour mémoire, tout le monde connaît vos célèbres commentaires sur PBS où vous avez dit « Évacuons le bâtiment 7 à 17h25 le jour du 11 septembre ». Il n'était pas sûr de pouvoir maîtriser l'incendie. Comme vous le savez, nous avons déjà subi une perte de vies humaines si terrible. La dernière chose à faire, c'était de l'évacuer. Et ils ont pris la décision de l'évacuer. Et puis nous avons vu le bâtiment s'effondrer. Votre réponse officielle a été que c'était les pompiers. Ma question est la suivante. Il était assez clair que vous avez rencontré le bâtiment. Et si c'était les pompiers, ils étaient déjà à l'extérieur du bâtiment à 12 heures parce que les conduites d'eau étaient rompues. Posez la question. Et le chef des pompiers à qui vous dites avoir parlé, le chef des pompiers Nagro, nie vous avoir parlé ce jour-là du 11 septembre. Pouvez-vous répondre à ces questions et aborder les théories contre moi? Je soumets cela à la réflexion de tous. Avez-vous tous consulté les milliers de pages de témoignages qui ont été rendus au cours des nombreuses années depuis le 11 septembre? Et utilisons la séance d'aujourd'hui pour une partie de... Êtes-vous au courant de témoignages de bombes dans le bâtiment avant son effondrement, monsieur? Connaissez-vous ce témoignage? Monsieur, il y a un témoignage de Barack Jennings. Monsieur, vous n'avez pas besoin de me toucher. Écoutez, je vais m'en aller. Tout ce que je fais, c'est poser une question. Je n'ai pas à être expulsé. C'est une question légitime. Vous n'avez pas à me mettre la main dessus. Mais tout ce que je dis, c'est... Non, ce n'est pas le cas. Je suis ici pour demander. La question n'a reçu réponse. C'est pourquoi j'ai accepté. On a dit à Larry Silverstein de ne pas venir travailler. C'est pour cela que lui, sa fille et son fils ne sont jamais venus travailler le 11 septembre. Il a souscrit une police d'assurance sur les bâtiments. Reuters, faites votre travail. S'il vous plaît, posez des questions. Eh bien, évidemment, Lucky est fou. Il est inapproprié de poser des questions. Larry a vraiment juste cette chance, une chance incroyable. Et alors, s'il s'est trompé dans l'histoire à propos de sa conversation avec le chef des pompiers et d'avoir dit « faites-le tomber ». Vous savez, ce sont des choses qui arrivent lors d'une tragédie où l'on se souvient avoir parlé à quelqu'un qui, peut-être, ne se souvient pas vous avoir parlé ou peu importe. Encore une fois, le but de cet épisode est de vous dire les choses que je vais avoir besoin que vous oubliez parce que j'en ai assez de toutes ces théories du complot. Vous savez, de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de chance. Et un exemple de ce genre, donc ils vous disent « Écoutez, il faut juste croire en sa chance. » Larry le chanceux. Mais la BBC, elle, a vraiment juste eu de la malchance quand elle a accidentellement annoncé que le bâtiment 7 s'était effondré 23 minutes avant que cela n'arrive. Donc, ce que je viens de vous montrer, oui, ils avaient déjà annoncé 23 minutes avant que le bâtiment ne tombe qu'il s'était effondré. Et ils avaient déjà l'excuse toute prête pour expliquer pourquoi il s'était effondré malgré le fait qu'il n'ait pas été percuté par un avion. Bref, écoutez simplement le reportage qui est sorti 23 minutes trop tôt. Plus d'informations sur le dernier effondrement d'un bâtiment à New York.
Vous avez peut-être entendu il y a quelques instants que je parlais de l'effondrement du bâtiment Salomon Brothers. Et c'est effectivement le cas. Apparemment, c'est à seulement quelques centaines de mètres de l'endroit où se trouvaient les tours du World Trade Center. Et il semble que ce ne soit pas le résultat d'une nouvelle attaque. C'est parce que le bâtiment avait été fragilisé lors de l'attaque de ce matin. Eh bien, le bâtiment avait été affaibli. Vous savez comment cela se passe parfois, comme lorsque votre maison est en feu et que la maison à côté de vous s'effondre complètement. Non? Bonjour? Non, vous n'avez jamais vu une telle situation se produire? Eh bien, parfois, quand il y a une maison en feu, la maison d'en face peut simplement être stressée et se sentir fondamentalement fragilisée. Et Larry dit de la faire tomber. Vous savez, il n'y a plus de raison de risquer d'autres vies. Et il dit ça à on ne sait pas qui, peu importe, parce qu'il est à un rendez-vous chez le dermatologue. Bref, passons à autre chose. J'ai juste l'impression que ça devient complètement fou. Peu importe qu'ils aient rapporté l'information un peu en avance. Ils avaient une excuse parfaitement valable. Ils ont dit qu'ils avaient copié le rapport d'une autre publication, Reuters. Reuters l'a dit en premier, ce qui ne répond pas vraiment à la question de savoir pourquoi l'un d'entre eux l'a annoncé avant que la tour ne soit réellement tombée, étant donné que la tour n'était pas juste à côté. Il y avait aussi des bâtiments entre les deux qui ne sont pas tombés. Mais cette tour-là, oui. Tu sais, il y a en fait quelque chose d'intéressant à savoir au cas où tu ne t'y serais pas penché à propos du Building 7, le World Trade Center Building 7. Tu sais qui étaient les locataires? Genre, qui travaillaient là-bas à l'époque? Eh bien, il y avait la CIA, le DOD, les services secrets, l'IRS et la SEC. Tout cela se passait dans ce bâtiment, ainsi que d'autres banques d'investissement multinationales. Très intéressant, cette tour s'est effondrée en moins de 7 secondes, comme une implosion digne d'un manuel, d'une certaine manière, alors même qu'elle n'avait pas été percutée par un avion ni subi de dommages structurels. Elle s'est simplement effondrée. Ouais, tu te dis, je ne sais même pas laquelle c'est. Est censé être le Building 7. Mais oui, c'est bien ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, cela a été rapporté 23 minutes avant que ça n'arrive réellement. Qui aurait pu l'imaginer? Qui aurait pu être assez malchanceux pour prédire accidentellement que ça allait s'effondrer? Mais retournons à la situation, parce que certaines personnes ont vraiment autant de chance. On revient encore à la chance. C'était de la malchance, mais ensuite c'est devenu de la chance parce que le Pentagone, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est vraiment la 5e chose que je vais devoir vous demander à tous d'oublier, d'accord? Beaucoup de choses étranges à propos du Pentagone. Beaucoup de choses étranges se sont produites ce jour-là. Mais vous devez savoir qu'avant cela, le Pentagone faisait l'objet d'un audit et ils ont perdu et ont toujours fait cela depuis 2,3 billions de dollars. Oups. Je sais que nous continuons à vous taxer. Et nous vous taxons à cause de certaines choses, la NASA qui est devenue un budget noir et des guerres à l'étranger qui ne sont pas vraiment tangibles. Mais vient ensuite le temps de l'audit. Donc la façon dont cet audit fonctionne, c'est que le département de la Défense est censé auditer le Pentagone. Vous me suivez jusque-là. Le bureau du département de la Défense se trouvait dans le World Trade Center. Et donc, il faisait l'audit dans le bâtiment 7. Où sont passés les 2,3 billions de dollars? Et ils ont publié un rapport, le département de la Défense, disant qu'ils ne nous donnent aucun des dossiers. Nous ne sommes pas en mesure de dire ni de justifier ces 2,3 billions de dollars. Il y avait Donald Rumsfeld qui disait, eh bien, vous savez, on est juste, la technologie évolue et ici, au Pentagone, on fait encore les choses à l'ancienne. Et à l'ancienne, on n'arrive tout simplement pas à retrouver 2,3 billions de dollars. Et puis, pouvez-vous imaginer que le World Trade Center, où il faisait l'audit, disparaisse et ensuite que le Pentagone soit frappé par un avion manqué? Un avion? Je sais, c'est tellement étrange. Donc, il y a toutes ces personnes qui disaient « Ouais, pourquoi n'a-t-on pas vu un avion le percuter? » Tu te souviens de ça? Tu te souviens d'avoir vécu ça? Tu regardais le bâtiment et il y avait juste une sorte de trou au milieu. On nous a dit qu'un avion l'avait percuté. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, CNN avait un journaliste sur place ce jour-là qui a pu s'approcher après le crash et a rapporté qu'il n'y avait pas d'avion. D'ailleurs, ils n'ont diffusé ça qu'une seule fois, puis ça a été effacé de la mémoire collective. Donc, je vais vous montrer ce que ce journaliste a dit, lui qui a pu s'approcher du bâtiment du Pentagone après qu'il aurait soi-disant été percuté par un avion. Écoutez bien. Devant le Pentagone, le correspondant aux affaires militaires de CNN, Jamie McIntyre. Jamie, vous êtes très
approché l'endroit l'avion écrasé. C'est exact, Judy. Il y a quelque temps, je me suis approché tout près du bâtiment. Les pompiers essayaient encore d'éteindre l'incendie. D'ailleurs, le feu brûle encore dans certaines parties du Pentagone. Et j'ai regardé le gigantesque trou béant qui se trouve sur le côté, mais d'après mon inspection de près, il n'y a aucune preuve qu'un avion se soit écrasé près du Pentagone. Le seul endroit visible est le côté du bâtiment qui s'est effondré. Et comme je l'ai dit, les seuls débris restants que l'on peut voir sont assez petits pour tenir dans la main. Il n'y a aucune grande section de queue, d'aile, de fuselage, rien de tout cela nulle part. Oui. Et ils ne nous ont rien montré pendant des années. Beaucoup de ces éléments étaient classifiés. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils ont décidé de confisquer 82 vidéos de personnes qui avaient simplement des images de vidéosurveillance, comme la station-service de l'autre côté de la rue. Des agents du FBI sont allés sur place et s'en sont assurés. Dans les toutes premières minutes qui ont suivi cette attaque, ils ont confisqué toutes les images autour de cet avion qui aurait soi-disant percuté le Pentagone. Et il y avait des militaires présents ce jour-là qui ont juré avoir entendu un missile disant qu'ils vivaient là, qu'ils avaient combattu à l'étranger. Il était impossible de se tromper sur le bruit d'un missile. Et ils ont entendu un missile ce jour-là. Et je vais vous montrer d'ailleurs le bâtiment du Pentagone ici après l'avion. Ce que ce journaliste de CNN dit ne pas avoir vu, même lorsqu'il était tout près et examinait les pompiers qui essayaient d'éteindre l'incendie, c'était juste ici. Donc oui, un avion a dû entrer là en travers. Et puis, pour une raison quelconque, il n'a pas pu être observé par un journaliste qui était tout près. Et pour une raison quelconque, les personnes présentes ce jour-là, qui ont dit avoir entendu un missile, ont été réduites au silence. Le public ne les a pas écoutées. Et on nous a simplement dit qu'un avion avait définitivement percuté le Pentagone. Mais l'histoire la plus importante ici, c'est que le Pentagone, alors, je veux dire, comment pouvions-nous leur demander, après un récit aussi horrible d'attentats terroristes, d'être encore tenus de retrouver ces milliers de milliards de dollars? C'est tellement injuste. Nous devions nous rassembler en tant que nation, accepter que nous avions été aveuglément dépouillés par le Pentagone, parce que c'est ce que nous faisons lors d'un événement de psychose collective. Nous nous rassemblons. On se serre dans les bras. Ce n'est pas grave si tu as perdu 3,2 000 milliards de dollars. Tu ne sais pas où il est passé. Et, comme par hasard, les deux bureaux, les personnes qui font l'audit, ne sont plus disponibles. Ils viennent tout juste d'être éliminés par des attentats terroristes. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Pentagone contrôle près de 70% du budget du gouvernement fédéral. Et pourtant, lorsqu'ils font des annonces comme celle des 600 milliards de dollars manquants actuellement dans l'aide destinée à l'Ukraine, personne ne semble sourciller. Oui, il semble assez évident que de l'argent transite par le Pentagone sans aucun problème. Et quand vous posez des questions, eh bien, ce n'est pas approprié. Ce n'est pas vous qui êtes un patriote américain. Ra, guerre, guerre, guerre. Et d'ailleurs, cela, encore une fois, était évidemment le résultat final du 11 septembre. Oubliez tous les trous, oubliez toutes les questions, oubliez tous les théoriciens du complot. Oubliez le fait que le terme « théoricien du complot » n'est entré dans le lexique, n'a fait son apparition dans la conscience américaine qu'après l'assassinat de JFK. Et vous savez, beaucoup des mêmes suspects étaient présents sur place le jour où JFK a été assassiné aussi. Je devrais faire un épisode sur toutes les choses étranges et similaires et sur tout ce qui est classifié et ne sera jamais déclassifié à propos de l'assassinat de JFK. On a juste cette habitude de simplement oublier, juste oublier. Le but, c'est de détester les musulmans. C'est ça, le but. C'est ça la leçon. C'est ça la formation de ma psychose. Et si jamais vous vous écartez de cela et commencez à vous demander s'il est plausible que votre gouvernement puisse être aussi maléfique qu'il permettrait que cet événement ait lieu, qu'il laisserait des citoyens américains être assassinés sans pitié parce qu'il y avait de plus grands intérêts du complexe militaro-industriel, qu'il voulait alimenter un récit plus large. Et peut-être que c'était simplement une incursion sans fin au Moyen-Orient. Si jamais vous avez cette idée, si vous commencez alors à penser, OK, bon, n'avons-nous pas alors, d'une manière un peu inexplicable, fait la guerre à l'Irak alors que les passeports retrouvés étaient saoudiens?
Et puis nous avons dit que nous allions faire la guerre à l'Irak à cause des armes de destruction massive. Puis nous y sommes allés et nous avons tué 1 million. Je parle d'1 million de civils irakiens, des femmes et des enfants assassinés sans pitié à la recherche d'armes de destruction massive qui n'ont jamais été trouvées. Si vous commencez à réfléchir à cela, et puis vous vous dites « Attendez une seconde », et puis tout à coup, nous nous sommes retirés. Nous étions en Afghanistan à cause de l'Arabie saoudite. Et nous n'avons jamais envahi l'Arabie saoudite. Et qu'est-ce qui se passe? Comment tout cela a-t-il un sens? Si vous commencez à rassembler tout ça et que vous en arrivez à cette question, mais qu'est-ce que les États-Unis font littéralement au Moyen-Orient? Comment une guerre au Moyen-Orient pourrait-elle jamais servir nos intérêts ici, à des milliers de kilomètres? Si cette idée vous vient et que vous commencez à vous poser cette question, laissez-moi vous rappeler que c'est dangereux. C'est une question dangereuse à se poser. C'est une théorie du complot dangereuse à se poser. Et seuls les conspirationnistes les plus fous iraient simplement revoir les preuves et croiraient ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Vous savez, nous avons maintenant des journalistes et ces journalistes sont dans les médias traditionnels et ce sont eux qui vont observer pour vous et vous dire ce que vous devez penser. Donc, comme je l'ai dit, mettez ça de côté et souvenez-vous simplement des instructions. Les instructions sont de détester les musulmans, de ne jamais se demander ce qu'on fait au Moyen-Orient et pourquoi on n'arrive pas à arrêter, de ne jamais se demander quel est le pays qui profite de tout ce que nous faisons au Moyen-Orient. Et vous savez, ne croyez pas ce que vous voyez de vos propres yeux. C'est toujours ça, le point principal. Ne croyez pas ce que vous voyez de vos propres yeux. Très bien, les amis, avant de lire certains de vos commentaires, je veux vous rappeler que je m'exprime toujours librement. Je parle toujours en toute sincérité. Et c'est pourquoi j'aime que l'un des sponsors de cette émission soit Pure Talk. C'est une compagnie de téléphonie mobile qui ne vous facture que les données nécessaires. Pour seulement 25 $, vous avez des appels et des textos illimités, 5 gigas de données, plus un hotspot mobile. Verizon, AT&T et T-Mobile veulent vous faire croire que vous avez besoin de données illimitées pour vous surfacturer. Mais en réalité, la plupart d'entre vous achètent plus de données que nécessaire. Savez-vous faire tout cela avec 5 gigas données, naviguer Internet 135 heures, écouter 1000 chansons, regarder 10 heures vidéo Candace, arrêtez payer trop cher votre forfait mobile et profitez couverture 5G avec Pure Talk. Changer d'opérateur est facile. Il n'y a pas de contrat, pas de frais d'activation et vous pouvez même garder votre téléphone et votre numéro. Rendez-vous donc sur puretalk.com/Owens. Encore une fois, c'est puretalk.com/Owens et vous économiserez 50% supplémentaire sur votre premier mois avec Pure Talk. Très bien, voyons ce qui se passe dans la section des commentaires. Ça promet, cette section des commentaires devrait être très amusante. Très bien, Satan écrit « Candace, ça a commencé. Ils interdisent l'Église orthodoxe en Ukraine. À mon équipe musulmane, nous devons soutenir nos frères et sœurs chrétiens. Maintenant, plus que jamais, unis, nous sommes forts. » Écoutez, j'ai été très claire sur ce qui se passe là-bas. C'est un nettoyage ethnique des chrétiens. Ils enrôlent des chrétiens en première ligne pour les faire mourir délibérément. Je crois que Zelensky est un bolchevique. Je le répéterai 1000 fois jusqu'à ce que les gens comprennent qu'il est un homme mauvais, vraiment mauvais, et qu'il est soutenu par l'Occident. Ils ont toujours détesté les chrétiens. Si vous commencez à considérer les événements mondiaux comme une guerre sainte, les choses auront beaucoup plus de sens. Tito écrit « Continue à dire la vérité. On ne peut pas t'arrêter. Vous êtes le meilleur. » Merci beaucoup, Tito. Maman Ours Stephen écrit « Que Dieu te bénisse, Candace. » Merci d'avoir défendu la vérité. Ils ont essayé de cacher à jamais les faits du 11 septembre. La vérité finira par éclater. Écoutez, voici comment cela fonctionne. Finalement, tôt ou tard, tout leur récit s'effondrera parce que c'est toujours ce qui arrive avec les mensonges. Les mensonges, tôt ou tard, s'effondrent toujours sous leur propre poids. Donc, ils peuvent s'en sortir un moment. Un mensonge va plus vite que la vérité, n'est-ce pas? Mais quand la vérité rattrape le mensonge, il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a aucune comparaison entre le mensonge et la vérité. Et on commence vraiment à s'en rendre compte. Nathalie écrit « J'en ai eu des frissons ». Merci, Nathalie. Swall Monkey écrit « C'est fou parce que maintenant, on est censé accueillir les musulmans en Amérique à bras ouverts, sinon on est xénophobe. J'avais 22 ans le 11 septembre. Je m'en souviens très bien. Ils nous ont fait ressentir de la haine et de la peur envers les musulmans. Encore une fois, qui profite de l'expulsion des musulmans de leur terre natale? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Oubliez le récit dominant. À chaque guerre, demandez-vous qui en sort gagnant.
Parce que malgré le fait que nous soyons ceux qui sponsorisent toutes ces guerres, de la même manière que nous sommes aveuglés par la haine qui est dépeinte, il y a clairement une tromperie qui s'opère dans l'autre sens. Les gens croient que les Américains sont d'accord avec tout cela, que ce sont les Américains qui détestent les musulmans. Et nous héritons essentiellement des péchés d'un tout petit groupe d'élitistes qui font en sorte que les deux camps se détestent alors qu'aucun des deux ne profite de cette haine. Fuyez. 105 écrits. Je crois que c'est CNN qui a rapporté l'effondrement du bâtiment 7 avant que cela n'arrive. Et pourtant, personne n'a trouvé ça étrange. Des moutons et des escrocs. En réalité, c'est la BBC qui a rapporté cela. C'était 23 minutes avant. Et selon leur version, en fait, une journaliste de la BBC, je ne l'ai même pas montré, une reporter, se tenait devant la tour avant qu'elle ne s'effondre. Et elle a dit qu'elle s'était effondrée. Encore une fois, leur excuse pour ce reportage, nous l'avions copié de Reuters. Cela soulève toujours la question, comment quelqu'un savait-il que cette tour allait s'effondrer? Qui imaginait qu'une tour qui n'avait pas été percutée s'effondrerait à cause d'un incendie? Ce n'est même pas un raisonnement rationnel. Pourquoi supposeriez-vous cela? Mais encore une fois, cette personne n'a juste pas eu de chance et c'était simplement une erreur, et il y a eu beaucoup d'erreurs de ce genre. JTH écrit « Continue ton excellent travail, Candace. Merci beaucoup. » J'ai l'intention de continuer à creuser toutes ces histoires parce que, vous savez, on commence vraiment à se rendre compte que pratiquement tout ce qu'on nous a dit était un mensonge intentionnel. Quand on fait référence à la matrice, ce n'est pas pour faire dans le cliché. C'est parce que ce film illustre le mieux ce que nous avons traversé. Nous avons traversé un système de propagande dans le système scolaire. Nous avons un système de journalistes perroquets qui travaillent aussi bien pour la gauche que pour la droite afin de vous faire croire qu'il s'agit d'un combat entre la gauche et la droite. Ce n'est pas le cas. C'est un combat entre la lumière et l'obscurité. C'est un combat entre vous et votre famille, entre le mal et le bien. Et il y a de bonnes personnes à gauche, il y a de bonnes personnes à droite, et nous nous laissons distraire en combattant le mauvais ennemi en pensant que c'est les uns contre les autres. Alors qu'ils veulent que les gens croient qu'ils sont en train de gagner et que ce qui compte vraiment, c'est qui sera le prochain politicien, mais cela n'a aucune importance. Je veux dire, nous parlons de Dieu contre Satan. C'est l'histoire de l'humanité. C'est ce qui m'a ramené et rapproché de ma foi, car plus on reconnaît cette tromperie qui a été imposée au monde, plus on réalise que notre seule protection contre elle, la seule vérité, c'est la vérité avec un grand V. Et cette vérité, c'est Dieu, c'est-à-dire ce sont les chrétiens. Et c'est une véritable guerre spirituelle. C'est incompréhensible pour les personnes qui regardent cela. Et je suis sûre que pour beaucoup de gens, ce sont des informations nouvelles. Et vous vous dites, César, qu'il est incompréhensible qu'un gouvernement puisse être impliqué dans quelque chose comme ça, qu'il puisse infliger ce genre de mal à leurs propres citoyens. Et je vous le dis, les gouvernements font cela partout dans le monde. Et ils le font. En collaboration les uns avec les autres en Occident, j'en suis vraiment convaincue. Ils font cela afin de pouvoir créer des événements de psychose de masse pour convaincre le public d'accepter le prochain grand mal qu'ils vont infliger. Vous voulez tuer 1 million de civils irakiens? Comment allez-vous déshumaniser les musulmans? Il vous faut un grand événement pour cela. Il vous faut un grand événement, sinon l'humanité en chacun de nous, la bonté, va se demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Vous n'avez pas le droit de tuer 1 million de femmes et d'enfants. Donc le schéma ne change jamais, d'accord? C'est toujours un événement terroriste suivi de la conclusion qu'il faut partir en guerre. Et c'est pourquoi j'encourage les gens à revenir en arrière et à voir combien de fois cela s'est produit. J'ai évoqué JFK aujourd'hui. Vous devriez peut-être chercher, faites-le simplement sur Google, l'opération Northwoods. Quand la CIA est allée voir JFK et lui a dit « Hé, président, nous avons une idée. Nous voulons faire la guerre à Cuba. » Évidemment, assassiner un tas de Cubains n'est pas quelque chose que le peuple américain accepterait parce qu'ils ont du cœur. Alors, et si on exécutait simplement une attaque terroriste? Peut-être qu'on ferait s'effondrer un bâtiment. Peut-être qu'on coulerait un porte-avions américain et on en accuserait les Cubains, mais on le ferait à notre propre peuple. Et si on tuait nos propres citoyens à New York ou à Miami? Je ne dramatise pas, là. C'est exactement ce qui s'est passé. La CIA est allée voir JFK avec ce plan de commettre un acte terroriste sur le sol américain afin que nous puissions entrer en guerre. Et JFK, un homme catholique, les a regardés et leur a dit « Vous êtes fous, vous êtes cinglés, vous êtes insensés. Je n'approuverai jamais que vous assassiniez des civils pour servir vos propres intérêts.
Et puis la CIA a eu de la chance car JFK a été assassiné. Et ensuite, ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient parce qu'ils voulaient disperser la CIA aux 4 vents en 1 million de morceaux. Ils disaient qu'ils étaient corrompus. C'est une bande. Ce n'est pas un groupe de personnes qui servent les intérêts américains. Alors, ils se sont débarrassés de JFK et à sa place, ils ont installé LBJ, l'un des plus, en fait même pas l'un des plus. Je dirais même que le président le plus malfaisant qui ait jamais servi les États-Unis d'Amérique, c'était Lyndon Baines Johnson. Un vrai communiste, à mon avis. Et ce qu'il a fait avec Henry Kissinger, le nombre d'événements de psychose collective, ce qu'ils ont fait à l'étranger au Cambodge, ce qu'ils ont fait à l'étranger au Vietnam, tout ce qu'ils ont pu accomplir pendant qu'il était président. C'est à ce moment-là que le peuple américain a été trahi, le jour où JFK a été assassiné, et nous n'avons jamais redressé la barre. C'est ce que je crois. C'est ma conviction profonde. Vous pouvez en être sûr. Écrivez vos gros titres, journalistes. Franchement, ça m'est complètement égal. Bref, les amis, on a dépassé le temps imparti ici. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de partager cet épisode. Partagez-le partout. Évidemment, on part de zéro ici sur Rumble, mais on va reconstruire parce qu'ils ne pourront jamais changer le fait que les gens cherchent la vérité, qu'ils savent où et quand ils peuvent l'entendre et que nous avons perdu confiance dans nos institutions. Et honnêtement, nous aurions dû perdre cette fois bien plus tôt. Vous pouvez me trouver sur Locals si vous souhaitez soutenir l'émission Notre Indépendance. Vous pouvez aussi vous rendre sur clubcandace.com et vous procurer du matériel. Vous pouvez vous procurer un support, une tasse, un sweatshirt sur lequel est écrit « La vie est dure ». Prends un casque. Des tonnes de façons de soutenir mon indépendance. Et nous allons continuer. Nous allons simplement continuer. Il y a énormément de choses sur lesquelles nous devrions nous poser des questions. Partagez cet épisode. Et merci beaucoup à vous tous. On se retrouve demain. C'est vendredi. À demain.